8h20 en direct dans la matinale week-end. Et si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien, laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2022. Nous sommes le samedi 1er janvier. Autour de la table ce matin, William Tay, vous êtes président du think tank Le Millénaire. Bonjour et bonne année à vous. Bonne année également. Marc Warneau, vous êtes chef d'entreprise, président de Platex. Et bienvenue. Et encore une fois, bonne année. Bonjour. On a une bonne demi-heure pour revenir ensemble sur les grands thèmes de l'actualité. Nous serons également accompagnés a priori par Skype de Florian Silnicki, expert en communication de crise. Merci d'être avec nous, Florian Silnicki. Si vous le voulez bien, tous les trois, nous allons revoir quelques extraits de cette allocution d'Emmanuel Macron, qui est un exercice traditionnel pour tous les présidents de fin d'année. Les vœux pour l'année à venir, donc pour 2022, c'était la dernière fois qu'il se prêtait à cet exercice, sauf s'il se représentait et s'il était réélu. Mais en tout cas, on va écouter un extrait où il nous explique que selon lui, la France est plus forte aujourd'hui qu'il y a 2 ans. La France, malgré les épreuves, est donc plus forte aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Tout cela, c'est grâce à vous, grâce à nous tous, grâce à notre esprit de résistance, notre solidarité, notre civisme, notre engagement et notre esprit d'entreprendre. Alors, au moment où je m'exprime devant vous ce soir, je veux vous dire que je suis résolument optimiste pour l'année qui vient. Alors, sur la forme, je voudrais m'adresser aux communicants en situation de crise. On est en crise sanitaire. Florian Silnicki, une réaction à cette allocution d'Emmanuel Macron. C'est un exercice obligé. Il a duré à peu près 14 minutes. Il a voulu tout mettre un petit peu pêle-mêle dans cet exercice. Comment est-ce que le communicant que vous êtes l'avez trouvé, le président Emmanuel Macron ? Qui était sans doute déjà un candidat. On a rarement vu dans l'histoire politique contemporaine un président de la République vouloir faire un bilan aussi exhaustif de son action politique, cette stratégie politique et de communication qui va avec. Si elle avait un nom, ce serait sans doute « On n'est jamais mieux servi par soi-même ». Le président de la République, il a manifestement considéré que s'il ne faisait pas lui-même, à cette occasion, le bilan valorisé de son quinquennat, eh bien, personne ne le ferait mieux que lui à sa place. On a assisté donc hier à des vœux qui ne sont pas, comme ils ont traditionnellement pu l'être, des vœux hors du temps politicien pour passer un message consensuel, mais d'abord des vœux politiques d'un bilan, d'un quinquennat, d'un président qui sans doute sera ou est d'ores et déjà candidat. William Tay, est-ce qu'il fallait, comme il l'a dit, énumérer à la cavalcade, ce sont les mots utilisés par Emmanuel Macron, tout ce qui a été entrepris pendant le quinquennat ? La difficulté, c'est qu'Emmanuel Macron avait été élu sous l'angle réformateur. Il était vu comme président audacieux, réformateur, plutôt pour l'Union européenne, et que son action réformatrice a été bloquée, par la question des Gilets jaunes, qui était précédée par l'affaire Benalla, ensuite par la réforme des retraites, qui a endigué une partie de son mandat, puis par la crise sanitaire. Donc c'était il y a très longtemps qu'Emmanuel Macron avait fait des grosses réformes, notamment sur la question de l'ISF, sur la question de la réforme du capital, etc. Il était important pour lui de le rappeler. Maintenant, la difficulté, c'est que s'il fait un bilan, du coup, il faut juger son bilan sous l'angle et en comparaison. S'il dit que la France est plus forte qu'il y a 2 ans, les Français ont montré qu'ils étaient plus forts qu'il y a 2 ans, notamment ils ont montré qu'ils étaient plus résilients. En contredisant sa phrase, les Français, nous sommes un peuple de Gaulois réfractaires, ils ont montré qu'ils étaient plutôt résilients, qu'ils ont résisté aux différentes mesures de restriction de liberté, ils ont fait preuve de solidarité dans ces différentes épreuves. Par contre, quand il dit que la France est plus forte qu'il y a 2 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que d'une part, la crise sanitaire a changé la donne géopolitique. C'était plutôt les États-Unis qui étaient le premier pays mondial, et maintenant on sait que désormais ça va être la Chine dans quelques années. Ensuite, l'Europe a été plutôt déclassée par rapport aux États-Unis et par rapport à l'Asie, et notamment par la Chine. Et au sein de l'Europe, la France se comporte moins bien en termes de PIB, en termes de croissance, en termes de poids dans le concert des nations par rapport aux autres pays, notamment parce que notre système de santé, qui était considéré comme le meilleur du monde, n'a pas tenu le choc face au système allemand. Et ensuite, en termes de sortie de crise plus rapide, nous avons été moins efficaces, notamment que par Boris Johnson. Et quand on regarde nos aspects, notamment sur la dette, sur les dépenses publiques, etc., pour redonner un exemple, c'est-à-dire qu'effectivement, Emmanuel Macron, avec son action quoi qu'il en coûte, a permis de sauver l'économie française. Par contre, à quel prix ? La dette française doit être remboursée dans 67 ans. Par contre, la dette italienne doit être remboursée dans une vingtaine d'années et la dette allemande en 7 ans. C'est-à-dire que les autres pays ont mieux géré la crise que nous. Le chef d'entreprise, Marc Warneau, a forcément une réaction justement à ce bilan économique d'Emmanuel Macron. Tout à fait, mais pour compléter ce qui vient d'être dit, et le PGE doit être remboursé dans les 4 prochaines années. Prêt garanti par l'État. Prêt garanti par l'État, 130 milliards. Donc effectivement, on est à 2800 milliards de dettes, mais grâce au PGE, on ne va pas atteindre le plafond des 3 000 milliards. Non, moi je crois que les vœux du président sont les vœux du président. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il soit différent. Non, on a à la fois le président de la République, le candidat aux élections présidentielles,
et le président de l'Union européenne. Enfin, le candidat à l'élection présidentielle, ça c'est ce qu'on... Oui, enfin bon... Il n'a pas encore... Avec un Français qui croit qu'il ne se présentera pas. Bon, c'est juste une question de timing. Bon. Mais au-delà de ça, oui. Donc, je crois qu'il ne pouvait pas faire des vœux très différents. Par contre, c'est exact que lorsqu'il dit que la France sort plus forte, la France sort plus forte par rapport à qui? Par rapport à l'Europe? Non. Par rapport au monde? Non. Je rappelle que si on regarde le PIB français en 2020 et 2021, on a un PIB qui est globalement sur 2 années en recul, alors que le PIB mondial, lui, a augmenté de 1,1%. En France, on a baissé de 2,8%. Donc on ne s'en sort pas mieux. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il a su prendre à un certain moment les bonnes décisions qui ont sauvé l'économie. Je crois qu'il faut quand même le dire. C'est que s'il n'y avait pas eu le PGE, l'activité partielle, la France aujourd'hui serait un pays totalement différent. William Tay, il a sauvé l'économie, Emmanuel Macron? Oui, il a sauvé l'économie dans la mesure où il avait pris les recettes de Nicolas Sarkozy en 2008 sur la question d'interventionnisme plutôt keynésien, question de relance. Et puis surtout, il a réussi à compléter l'action de Nicolas Sarkozy par la doctrine qu'avait fait l'Allemagne, qui avait permis à l'Allemagne de ne pas baisser en termes de chômage en 2008. C'était le chômage partiel, qui était la grande nouveauté de l'action de l'économie française. Et ensuite, après, effectivement, il s'est porté garant avec les différents PGE. Il a également fait un plan de relance qui est intéressant pour la construction. C'est ce qu'il a rappelé sur la question de la France 2030. Par contre, la difficulté qu'il a sur la question économique, c'est qu'en fait, c'est la question de la doctrine sanitaire, de la mesure où en 2020, il a beaucoup fermé l'économie, à la différence d'autres pays comme les États-Unis, qui étaient à l'époque gérés par Donald Trump, ou le Royaume-Uni géré par Boris Johnson. Il y a eu beaucoup plus de décès aussi, par ailleurs. Beaucoup plus de décès, mais c'était un choix, si on questionne sur la question économique. Donc du coup, comme ils ont permis de libérer le pays plus rapidement, ils ont pu avoir une croissance qui était beaucoup plus rapide. Je vais prendre un exemple, Donald Trump, avant qu'il soit battu par Joe Biden, il y avait une croissance américaine, par exemple, de 33%, ce qui est quand même exceptionnel. Et donc du coup, sur la question économique, effectivement, il l'a sauvé, mais il a empêché la reprise en ne libérant pas assez le pays directement. Parce qu'il y avait aussi des contraintes sanitaires que les Français exigeaient. C'est pour ça que c'est un choix. C'est un choix. Il a fait un choix qui était équilibré. Il a fait un choix pour sauver l'économie. Il a fait un choix qui était précautionneux. On peut dire que c'était une position qui était équilibrée entre la crise entre le risque sanitaire et la question économique. Alors que d'autres pays ont plutôt fait le choix en se disant que comme c'était plutôt des personnes âgées qui mouraient, ils étaient plutôt en situation de sauver plutôt les actifs et les jeunes. Parce que l'arbitrage est plutôt de ce point de vue-là. C'est une crise qui touche principalement les jeunes, et donc du coup on fait porter le poids de la dette à cause des mesures de sauvetage de l'économie sur les plus jeunes, alors que leur génération a été plutôt sacrifiée dans la mesure où ils ont été enfermés, etc. Et donc c'est un arbitrage qui doit être fait, et je pense que c'est un arbitrage auquel Emmanuel Macron va être évalué s'il est candidat à sa réélection, ce qui est fortement probable. Marc Varno ? Alors, choix et arbitrage. Moi je pense qu'il a ni choisi ni arbitré l'activité partielle et le PGE. Il a été contraint. Il a eu le courage de prendre les décisions qui s'imposaient à lui. Je pense que l'état de l'économie française en mars-avril 2020 lui interdisait de prendre le moindre risque. C'est-à-dire que contrairement à l'économie allemande ou à l'économie américaine, l'économie française et notamment les entreprises sont tellement écrasées par les impôts. Je rappelle quand même que c'est 49% du PIB les impôts en France, alors qu'aux États-Unis c'est 25% et qu'en Allemagne c'est 38%. Donc on se retrouve devant une crise du Covid avec des entreprises qui sont exsangues, un système bancaire qui ne soutient pas comme en Allemagne et aux États-Unis, et une rentabilité des entreprises qui leur interdisent d'avoir des réserves, des matelas qui leur permettraient de tenir 1, 2, 3, 6 mois. Donc à ce moment-là, Emmanuel Macron, il est face au mur. S'il ne fait rien, il y a 11 millions d'emplois, 700 000 entreprises en risque. Je vous laisse imaginer ce que ça aurait provoqué. Donc moi, je pense qu'il a été contraint, mais il faut quand même lui rendre hommage, parce que même en étant contraint, il a eu le courage de prendre cette décision. Et quand on se remet dans le contexte de l'époque, franchement, la France a été le seul pays au monde à faire ce PGE. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, 2 ans après, on peut se poser la question du PGE et de la façon dont il va devoir être remboursé. Et du quoi qu'il en coûte. Du quoi qu'il en coûte. Mais c'est pas que le quoi qu'il en coûte. On voit bien que les nouvelles mesures qui sont annoncées au 1er janvier sont des aides directes. Je rappelle que le PGE, c'est un prêt aux entreprises, c'est pas une aide directe. Il va falloir que les entreprises remboursent. Le PGE, il a été fait pour tenir 3 mois de Covid. Le Covid a duré 14 mois. Beaucoup d'entreprises, des centaines de milliers, ont utilisé le PGE pour éponger des pertes. Si ces entreprises doivent rembourser, la crise, on l'a juste décalée dans les 5 ans qui viennent. Donc il va falloir absolument trancher sur le PGE. Florian Cillnicki, on a évoqué toutes ces réformes qu'il a énumérées très rapidement, Emmanuel Macron. Est-ce que la faiblesse, finalement, dans ce bilan qu'il a dressé, ce n'est pas l'absence d'une mesure phare, d'une mesure symbolique ? Vous avez raison, j'ai été frappé hier en regardant l'intervention du président de la République sur le fait qu'il était sans doute frappé
par le syndrome du bon élève, comme le sont à ce moment du quinquennat tous les derniers présidents de la République. On se souvient d'ailleurs que ces vœux peuvent être l'occasion d'être des pièges pour les présidents. François Hollande avait été prisonnier tout au long de son quinquennat d'un des vœux qui était l'inversion de la courbe du chômage. À vouloir trop en dire, sans doute qu'Emmanuel Macron a pris le risque de l'illisibilité de son propos. Pour que les Français vous accordent une oreille attentive, il faut, alors qu'il y a une défiance à l'égard de la parole politique très grande, que votre propos soit concis et concret. Et le piège hier pour Emmanuel Macron, c'est sans doute qu'à trop vouloir valoriser son bilan, il a oublié qu'un président de la République n'est ni élu sur son programme, il a lui été élu sur un fond de dégagisme de la société française, ni un président de la République n'est réélu sur son bilan. Et c'est sans doute ce qui a échappé hier aux conseillers en communication du président qui ont élaboré son discours pour les vœux. Voilà pour l'analyse en termes de communication. Vous êtes d'accord, William Tay, sur la difficulté comme ça de vendre ou de vanter son bilan ? La difficulté de vendre son bilan, et on a une comparaison, c'était l'action de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Nicolas Sarkozy avait une forte envie réformatrice, mais il a été bloqué par la crise de 2008. Et il a dit « j'ai pas pu réformer en raison de la crise », mais malgré cet argument-là, il avait été battu à l'époque par François Hollande. Emmanuel Macron est un peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'il avait une volonté réformatrice, il devait apparaître comme une sorte de Tony Blair à la française, ou de Gerhard Schröder à la française, ou de Barack Obama. Et la difficulté, c'est que quand on regarde son bilan en termes de réforme structurelle, sa grande réforme structurelle majeure, c'était la réforme des retraites qui avait été bloquée à l'époque avec la crise sanitaire qui venait de débuter. Ensuite, après, deuxième point, c'est qu'il avait annoncé beaucoup de réformes sur la question de l'action de l'État, Action publique 2022, la baisse du nombre de fonctionnaires, mais quand on regarde, il a plutôt augmenté le nombre de fonctionnaires plutôt que le baisser. Et en fait, son action réformatrice, je me rappelle d'une une du Times qui disait Emmanuel Macron peut devenir le leader de l'Europe si par cas s'il avait réussi à réformer la France. Il n'a pas réussi à réformer la France, il va devenir par contre le leader de l'Europe et il lui faut un grand succès majeur. Il prend aujourd'hui la présidence de l'Union européenne, pour rappel. Il prend aujourd'hui la présidence de l'Union européenne. Et donc du coup, son action en fait va être jugée non seulement sur la question de la gestion de la crise, mais en fait on aura une comparaison et puis il ne sera pas jugé comme mauvais, mais il sera plutôt jugé moyen parce qu'il sera moins efficace que Boris Johnson ou d'autres pays comme à l'époque Angela Merkel en Allemagne. Et donc du coup son action va être jugée s'il va être capable en fait de faire briller la France à l'étranger, notamment sur la question européenne, et s'il va avoir un succès. La présidence française de l'Union européenne lui permet de monter en termes de stature. Quand on compare les vœux d'Emmanuel Macron par rapport à tous les autres candidats et tous les autres postulants, on a vu que sur la question de la forme, sur la question de la stature, il était bien devant tous les autres. Par contre, après... Il a 5 ans d'exercice. Il a 5 ans d'exercice et puis il est dans l'habit du président de la République. Par contre, est-ce qu'il sera capable d'avoir un grand succès européen à l'aube de cette élection présidentielle? Est-ce que les autres pays vont lui faire ce cadeau? Sur la question de la réforme de la zone euro, est-ce que Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand, va lui permettre d'avoir un succès à ce niveau-là, alors qu'il n'est pas sûr d'être réélu? Est-ce que sur la question migratoire, Viktor Orban, sur lequel il s'est opposé, va lui faire un cadeau qui va lui permettre sa réélection? Est-ce que sur la question de la réforme budgétaire, notamment le pacte de stabilité qu'il a promu avec Mario Draghi, une question de la réforme, c'est la fameuse règle des 3%, est-ce que les pays frugaux, donc du Nord, vont lui permettre de faire cette grande réforme qui lui encouragerait à ce type de direction? Donc il prend un risque, il a augmenté en termes de stature, en termes de forme, c'était exceptionnel, il était très loin devant les autres. Par contre, si les Français se jugent sur la question du fond, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Il a en tout cas essayé de donner une tonalité optimiste, et ça, c'est pas forcément évident au moment de ses vœux. On l'écoute et on en reparle juste après. Alors, au moment où je m'exprime devant vous ce soir, je veux vous dire que je suis résolument optimiste pour l'année qui vient. Optimiste pour notre nation, pas simplement pour 2022, mais pour les années qui viennent. Car l'ambition et la solidarité dont nous n'avons cessé de faire preuve nous autorisent tous les espoirs. 2022, peut-être, sera l'année de sortie de l'épidémie. Je veux le croire avec vous. L'année où nous pouvons voir l'issue de ce jour sans fin. Marc Varnaud, on a vu avec William Tay, difficile de dresser un bilan et en même temps d'être positif et optimiste. Oui, enfin, on peut rester optimiste et essayer de dresser un bilan objectif. Je crois que beaucoup de présidents, pour remonter très loin, mais remontons pas si loin que ça, beaucoup de présidents ont un héritage auquel ils peuvent rien changer. Ils arrivent, la France est dans tel état, ils doivent faire avec. Je donne un exemple. Lorsque le président Hollande a envoyé l'armée française au Mali, les journaux ont été remplis, à juste titre, de critiques sur le budget de la défense nationale. On est obligé d'appeler les avions américains, etc. etc. Bon. Macron, lui, il est confronté aujourd'hui au Covid. C'est pas lui qui a supprimé 80 000 lits dans les hôpitaux ces dernières années. C'est pas lui qui a décidé de mettre 2 millions de fonctionnaires dans le système de santé. Lui, il hérite d'une situation et aujourd'hui, il en est comptable. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, mais est-ce qu'il a bien ou mal géré ? Il faut quand même relativiser. Je pense qu'il a récupéré une situation qui n'était pas la sienne. C'est pas lui qui a construit le système de santé.
il a dû faire avec dans une situation qui est absolument exceptionnelle. Et je crois, pour revenir aux vœux du président, que le prochain président sera celui qui prendra des engagements forts de réforme et qui les tiendra. C'est-à-dire que voilà... Qui pourra les tenir. Non mais qui les tiendra. C'est-à-dire que, parler des fonctionnaires tout à l'heure, très bon sujet. On va réduire les fonctionnaires. Non, mais il faut peut-être commencer aussi par le nombre de communes en France. Voilà un discours que les Français attendent. C'est-à-dire qu'on leur dise la vérité. Il y a 1 million de fonctionnaires dans les communes en France. On a 1 million de fonctionnaires de plus que l'Allemagne. Est-ce qu'on a besoin de 38 000 communes? Oui, non. Il y a 2 millions de fonctionnaires dans la santé. Est-ce qu'elle fonctionne, la santé en France? Non. Pourquoi? Regardons les choses en face. C'est ce discours de vérité que veulent les Français aujourd'hui. Ils veulent plus des promesses et puis qu'on leur dise dans 5 ans « Ah ben vous comprenez, j'ai eu telle ou telle crise, donc j'ai pas pu tenir mon programme ». Ça ne fait pas réélire les gens, ça désespère les gens. Il faut des promesses, expliquer comment on va les tenir et le faire. La France n'a pas été réformée depuis 40 ans, il est grand temps de le faire. William T. sur les réformes. La difficulté, c'est qu'Emmanuel Macron avait été élu parce que François Fillon s'était écroulé. Mais celui qui aurait dû être président de la République, c'était François Fillon. Donc les Français vont juger notamment s'il avait mieux fait que François Fillon, malgré les affaires. Et François Fillon, à l'époque, était monté très haut dans les sondages sur un programme très réformateur, très libéral. Il avait promis la baisse de 500 000 fonctionnaires, une baisse de 100 milliards des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques. Et sur les réformes, en fait, Emmanuel Macron est jugé et en fait entre le cul entre deux chaises, pour parler simplement. En fait, il doit assurer et être le président père de la nation, protecteur qui a sauvé l'économie française, qui a intervenu dans l'économie et qui a sauvé l'économie française. Par contre, le deuxième point, c'est qu'il a été élu en fait sur une audace réformatrice. Et aujourd'hui, comme il doit à la fois protéger les Français et en même temps montrer qu'il est toujours réformateur, c'est très compliqué dans une situation qui est plutôt intenable. Et ça résume en fait sa stratégie politique. On pouvait penser légitimement qu'Emmanuel Macron allait plutôt aller sur sa droite, donc du coup aller concurrencer Valérie Pécresse. Ce qu'on voit plutôt, c'est qu'il revient à une stratégie d'en même temps, qui parle à la fois à la gauche et qui parle à la fois à la droite. Et le risque pour lui, c'est de se mettre dans cette position. Il va être critiqué par une partie de la gauche en disant qu'il est trop à droite et une partie de la droite qui dira qu'il est beaucoup trop à gauche. Et en fait, il doit plutôt clarifier son discours. Et moi, je pense qu'il a un autre problème, Emmanuel Macron, c'est qu'autant en 2017, j'étais capable, parce qu'on avait travaillé sur ces différents sujets, d'écrire sa vision européenne à travers son discours de la Sorbonne, d'écrire sa vision économique et d'écrire sa vision du monde. Un certain multilatéralisme pouvait être pour et contre, mais c'était une ligne qui était plutôt claire, qui rentrait dans la lignée des démocrates occidentaux, Barack Obama, Tony Blair, etc. Par contre, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il joue le flou et il a compris la phrase du cardinal de Retz, on sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. Florian Silnicki, une réaction sur cette situation un peu entre deux chaises finalement que nous dépeint William Tay? Je ne sais pas si Emmanuel Macron est entre deux chaises. En tout cas, en même temps, il a fait jusque-là son succès. Je veux attirer en revanche l'attention sur un point, c'est que s'il peut paraître prestigieux de tout miser sur cette présidence de l'Union européenne, il y a aussi un danger que les présidents de la République oublient assez systématiquement. C'est qu'il est confortable pour un président de la République de sortir de la scène nationale pour aller se consacrer à la scène européenne ou internationale. Ça a d'ailleurs été leur réflexe dès que la situation intérieure politique a été un peu compliquée ces dernières années. Mais la difficulté, c'est que ça leur rapporte peu politiquement. Les Français leur accordent peu de crédit sur cette action européenne. Il faut donc à la fois savoir la vendre et faire de la pédagogie autour de cette action. Sinon, le président n'en tire pas bénéfice à l'heure de l'élection présidentielle. C'est sans doute un point à prendre en compte. Marc Varnaud ? Oui, je pense effectivement que je suis entièrement d'accord. La posture européenne est extrêmement dangereuse. Parce qu'à la fois, aujourd'hui, tout le monde est européen. Soyons clairs, qui est anti-européen? Tout le monde est pro-européen. Simplement, l'Europe, aujourd'hui, par ses décisions... Pas sûr que tout le monde soit pro-européen, mais dans la... non, quand même de divergences. Tout le monde est pro-européen dans l'absolu. Maintenant, nombreux sont ceux, j'en fais parfois partie, qui sont contre cette Europe-là et ce fonctionnement de l'Europe. Voilà, pour être tout à fait précis. Et je pense que là, justement, est le danger et le risque que court Emmanuel Macron, c'est qu'il risque de se retrouver, sans vouloir paraphraser Général de Gaulle, dans le machin, et qu'il va se retrouver très éloigné des problèmes des Français, et de prendre de la hauteur pour être au niveau européen et essayer de survoler la mêlée de ses concurrents aux élections présidentielles. C'est dangereux. C'est dangereux. Il y a un risque pour lui, William Tay? Moi, je pense que la présidence de l'Union européenne est un cadeau empoisonné pour lui. En fait, ça lui permet d'avoir une certaine stature, mais il avait déjà un avantage de stature par rapport à ses autres concurrents, que ce soit à droite Valérie Pécresse, à gauche Anne Hidalgo, ou les candidats qui étaient plutôt situés aux extrêmes, mais Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Donc il n'avait pas forcément besoin de la présidence française de l'Union européenne pour apparaître comme l'ayant plus de stature. La difficulté, c'est qu'on aura le débat sur le fait que les autres dirigeants européens lui auraient proposé justement de reporter la présidence française de l'Union européenne après les élections, parce que dans un
un contexte électoral, je ne suis pas sûr que les autres membres du Conseil européen vont lui faire un cadeau. J'ai pris différentes réformes, la question de ces projets. Est-ce que les pays frugaux, notamment qui sont très libéraux, vont accepter le fait qu'Emmanuel Macron va mettre un speak européen? C'est vraisemblablement peu probable. Est-ce que Viktor Orban va lui faire un cadeau sur la question migratoire et sur l'ensemble de ces sujets-là? Et quand on reprend le livre du philosophe Marcel Gauchet, Comprendre le malheur français, en fait, les Français sont malheureux parce qu'ils ont la nostalgie en fait, de la grande épopée française, de Louis XIV, du siècle du roi Louis XIV, de Napoléon Bonaparte, du général de Gaulle. Et ils veulent que la France, due par son histoire, parce que pour reprendre la grande phrase, la France a une grande histoire parce que et la nature l'a faite belle. Et donc, du coup, ils veulent briller à l'étranger. Et en fait, c'est sur le fait de pouvoir briller à l'étranger. Je prends un contrario sur le fait, par exemple, Emmanuel Macron, sur la question du sous-marin, les Français ont été profondément blessés que leur pays ont été humiliés par les États-Unis sur ce plan-là. Et donc, du coup... Et avant des sous-marins à l'Australie... Tout à fait. Alors qu'à contrario, ils étaient plutôt fiers du président Chirac et de Dominique de Villepin quand ils ont tenu un discours ferme contre les Américains sur la question de la guerre en Irak. Alors, vous imaginez si le problème des licences de pêche avec les Anglais se posait le 15 janvier. Voilà Emmanuel Macron qui est président de l'Europe et les Anglais qui ne respectent pas le Brexit. Ça détruirait sa popularité en 5 minutes. Il ne faudrait pas moins d'une semaine. Donc c'est là où le danger, à mon avis, est colossal. C'est que le machin européen risque d'être un cadeau empoisonné. Bon, et il y a l'autre sujet empoisonné en permanence, c'est évidemment la question du Covid. Il a largement fait son allocution autour de cette crise sanitaire incontournable en annonçant des semaines vraisemblablement difficiles. Alors là, je me retourne vers le communicant Florian Silnicki. Il n'avait pas d'autre choix, Emmanuel Macron, que de dire oui, ça va être difficile, soyons lucides, mais on va essayer de tenir le cap. Compte tenu des contraintes de cette crise sanitaire qui pèse évidemment moralement sur les Français, le président de la République, il n'a pas le choix au fond, et tout cela est un artifice de communication, une mise en scène, que de tenter de proposer un horizon plus positif. Il faut, avec cette intervention, aux yeux des communicants du président de la République, proposer une sortie de crise qui soit plus positive, un horizon qui soit proche et qui permette aux Français de prendre enfin la respiration dont ils ont besoin dans un moment où on vient encore d'annoncer des contraintes plus grandes dans la gestion de cette crise sanitaire. Sans doute que le président de la République, il ne bénéficiera pas, mais il ne sera pas non plus handicapé dans cette campagne par cette gestion de la crise sanitaire, puisque au fond tout l'échiquier politique, que ce soit au niveau national ou au niveau local, peut faire l'objet de félicitations ou de critiques à l'égard de la gestion de crise sanitaire et des moyens déployés. En revanche, le président de la République, il souffrira, à mon sens, durablement d'un péché originel qui est celui des masques et de la difficulté de ne pas avoir dit aux Français que la gestion de la crise et de la communication de crise autour de ce Covid, elle a été calquée d'abord sur la disponibilité des masques. William T, vous êtes d'accord que ça va vraiment le marquer pour longtemps? Ça va être difficile pour lui. En fait, il y a deux gestions de crise. Il y a l'année 2020 qui a été plutôt catastrophique parce que la France a été en retard à tous les niveaux et n'avait pas compris l'ensemble des sujets. Il y avait la question des masques qui étaient pas nécessaires puis rendus obligatoires. Il y a eu beaucoup de contradictions en termes de discours. À partir de l'année 2021, au moment où Emmanuel Macron, alors que les médecins lui imposaient de reconfiner, avait fait le choix courageux. C'est quand il a repris la main politiquement. C'est à ce moment-là, en fait, il a montré que le pouvoir politique a repris la main et c'est là, je pense, que les Français lui ont donné une cote de popularité plutôt importante, à mesure où il a concilié les différents intérêts, non seulement sanitaires, mais également économiques, sociaux et psychologiques. Sur la gestion de crise, en fait, et même sur l'ensemble de son discours, Emmanuel Macron, à travers la crise sanitaire et la question de la présidence française de l'Union européenne, a réussi à se recentrer. Le pays se droitise, on l'a vu dans différentes enquêtes d'opinion, et en fait, sur ces deux sujets-là, il apparaît comme le positionnement le plus central. Sur la question européenne, comme vous l'avez dit, tout le monde est européen, donc personne ne pourra critiquer le fait, on pourra dire qu'il est trop européen et dire qu'il est à droite, et donc du coup, et à gauche, ils vont dire qu'il n'est pas assez. Sur la crise sanitaire, il y en a qui vont dire qu'il a trop enfermé, il y a d'autres personnes qui vont dire qu'il n'a pas assez enfermé, donc il a réussi à se mettre sur un axe qui est plutôt central, qui justifie son positionnement dur en même temps. Par contre, la difficulté de la gestion de la crise sanitaire, c'est qu'en fait, il doit essayer d'opérer une conciliation. D'une part, il a adopté la thèse de Boris Johnson, c'est la question de se sortir de crise, et donc du coup mettre le paquet sur la question vaccinale, et donc permettre en fait aux Français de sortir plus librement et d'avoir le moins de restrictions sanitaires. Par contre, on l'a vu dernièrement, si c'était son intention en termes de doctrine globale, il a adopté des mesures, notamment restrictives de liberté, en apposant hier soir un couvre-feu implicite à Paris et différentes mesures symboliques telles que le port du masque. Des mesures qui ont visiblement été bien comprises et bien perçues par l'ensemble de la population. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, il a un électorat
électorat, notamment retraité, qui est très âgé et qui demande plus de mesures de protection, mais qui sont contradictoires avec notamment les plus jeunes et les actifs qui souhaiteraient plus de liberté parce qu'ils se considèrent comme génération sacrifiée. Il ne peut pas être à la fois le président des baby-boomers et le président de la jeunesse parce que leurs intérêts sont plutôt contradictoires sur la gestion de la crise sanitaire. Alors, plein de sujets. Mais si on prend juste le sujet, effectivement, Covid et européen, voilà. Moi, j'attends que Emmanuel Macron dise, voilà, au moment de la commande des vaccins qui a été faite par l'Europe, ça s'est mal passé. Il faudrait peut-être revoir notre doctrine et peut-être demain commander les futurs vaccins voilà, au niveau national et pas au niveau européen. Les Français diraient bravo, il a compris ce qui s'est passé. Il explique complètement différemment. Hein. Rien à voir. Au niveau de la vaccination, on a 2 millions de personnels de santé. On a 27 agences de santé en France. On a donné à l'ARS la vaccination et la logistique. Hein. On pourrait aussi dire aujourd'hui, bah oui, la vaccination au départ, elle s'est mal passée parce qu'on n'a pas su gérer ça correctement. Il faut réformer. Les Français applaudiraient. On pourrait aussi entendre le président dire, bah, c'est quand même incroyable que ce soit une application de start-up tous anti-Covid et Doctolib qui nous ait permis de mener à bien la vaccination et le contrôle de la vaccination. Comment se fait-il que l'État n'ait pas réussi à faire ça? Ce type de discours-là, à mon avis, serait électoralement porteur. On dit la vérité aux gens. Alors, question à Florian Silnicki, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut dire la vérité, quitte à faire parfois des mea culpa? Absolument. La politique est une affaire de symbole et il est vrai que l'intervention du président de la République hier manque sans doute d'empathie à l'égard de ce qui a pu ne pas se passer comme les conseillers du président l'envisageaient initialement. Un bilan trop arrogant, alors que vous apparaissez déjà comme président de la République aux yeux d'une partie des Français comme un président arrogant, c'est la confirmation d'une perception qui peut handicaper vos traits d'image alors que vous comptez sans doute être candidat à l'élection présidentielle à venir. Alors, il y a un sujet sur lequel il va être très attendu dans les 3 mois qui viennent, c'est la principale préoccupation des Français qui reste le pouvoir d'achat. C'est peu de dire qu'il a été malmené l'année dernière. Qu'est-ce qui va changer maintenant? On fait un petit point avec Marine Mulset et on en redébat juste après. Première bonne nouvelle de 2022. Au 1er janvier, le SMIC est porté à 1 603 € brut pour 35 heures, soit une hausse de 0,9%. A l'inverse, les tarifs du courrier augmentent. Le timbre vert coûte désormais 1,16 € et le timbre rouge 1,43 €. Si vous voulez acheter une nouvelle voiture, le malus CO2 se durcit avec un malus au poids pour les voitures de plus de 1800 kg, soit des gros SUV qui représentent une très petite partie des achats automobiles français. Malus qui ne s'appliquera ni aux voitures électriques ni aux hybrides rechargeables. Du côté de la consommation, la garantie légale de conformité pour les produits d'occasion est allongée de 6 mois, portant la garantie totale à 1 an. Enfin, les fournisseurs d'accès Internet et opérateurs mobiles doivent communiquer à leurs abonnés les émissions de gaz à effet de serre liées à leur consommation. Là-dessus, sur le pouvoir d'achat, on avait évoqué la crise des gilets jaunes qui a précédé la crise sanitaire, mais c'est un sujet récurrent. Alors, pouvoir d'achat, très rapidement, le SMIC a augmenté de 3% en 2021. Il va augmenter de 0,9% au 1er janvier, donc pratiquement 4%. Ça faisait longtemps que le SMIC n'avait pas augmenté de 4% en 12 mois. Je ne sais pas si ça sera suffisant, parce que je pense que l'inflation qui existe et qui nous guette risque d'être très importante. Mais en tout cas, c'est un effort significatif qu'il faut souligner. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un SMIC qui a augmenté de 4% en 12 mois. William T, sur la question du pouvoir d'achat. Sur la question du pouvoir d'achat, quand on reprend des chiffres donnés par l'INSEE, le pouvoir d'achat des Français a augmenté entre 2017 et 2022. Donc les Français ont plus de pouvoir d'achat théoriquement. Par contre, mais ils ne s'en rendent pas compte à la fin du mois. Non, en fait, la difficulté, c'est qu'en fait, leur pouvoir d'achat a augmenté parce que c'était dû à une réforme où il supprimait une cotisation sociale pour la reverser en salaire net ou une augmentation de salaire net. La difficulté, c'est qu'en fait, cette hausse de pouvoir d'achat qui était de 1,4-2% a été fracassée par la question de l'inflation. Et donc, du coup, ils n'ont eu aucune augmentation de pouvoir d'achat sur ce plan-là. Deuxième point, c'est que les dépenses contraintes, qu'on appelle logement, place en crèche, etc., ont augmenté fortement. Et donc, du coup, le pouvoir d'achat réel des Français, notamment des catégories intermédiaires et populaires, n'a pas augmenté, ce qui avait conduit à l'époque à la crise des Gilets jaunes, dans la mesure où les annonces théoriques d'Emmanuel Macron se sont confrontées à leur vécu qui était réel. Et donc, quand on prend la globalité en termes de population française, le pouvoir d'achat a augmenté, mais quand on regarde par catégorie particulière, notamment les actifs, ceux qui sont au milieu,
qui sont ni trop assistés parce qu'ils vivent uniquement des aides sociales et ni trop riches, et ben les milieux de cordée, ceux qui ont été en première ligne pour la crise sanitaire, c'est ceux qui ont été affectés en premier. Marc Varno. Oui, alors effectivement sur le pouvoir d'achat, je pense qu'il faudrait déjà le redéfinir, le pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat, pour l'ensemble des Français, ça correspond à ce qu'il leur reste à dépenser pour ce qu'ils veulent. Et effectivement, les dépenses dites contraintes, notamment l'immobilier, qui aujourd'hui grèvent une grosse partie du pouvoir des revenus des Français. Voilà, donc si on veut demain augmenter le pouvoir d'achat, la première décision et la meilleure, c'est de décider de construire 1 million de logements en région parisienne. On construit 1 million de logements en région parisienne, on va arrêter de tendre le marché de l'immobilier et les gens pourront sans doute se loger moins cher et mieux, et ça libérera là, du coup, du vrai pouvoir d'achat. Parce que si les gens peuvent se loger sans consacrer une telle part de leurs revenus... Bon, là, visiblement, c'est pas du tout la pente qui est suivie actuellement avec la flambée du prix. C'est pas la pente qui est suivie actuellement. Et les politiques disent à chaque fois, non mais c'est pas possible, vous vous rendez pas compte, il faut 8 ans, il faut 5 ans. Changeons les lois, changeons les normes, construisons des logements. Voilà comment libérer du pouvoir d'achat. La difficulté, c'est qu'en fait, tous les présidents, comme ils sont élus uniquement pour 5 ans, doivent agir directement avec des actions qui sont visibles, mais qui rapportent très peu, parce que la situation française budgétaire ne permet pas d'avoir d'immenses marges de manœuvre. Ce qui permet d'augmenter réellement le pouvoir d'achat, c'est un changement de modèle économique, mais pour avoir des résultats, il faut attendre entre 10 et 15 ans, on en avait parlé tout à l'heure, et donc du coup, il n'y a aucun président qui est incité à le faire. Et c'est ça la grande difficulté française, c'est qu'en fait, pour augmenter et pour améliorer réellement la situation des Français, il faudrait avoir un président, en tout cas des coalitions de majorité. Un président sur 15 ans, c'est ça que vous nous dites? En tout cas, c'est plus un président à ce niveau-là. Majorité, mais c'était ce qui s'était passé. C'était la grande révolution gaulliste. En fait, le modèle sur lequel on vit actuellement, c'est le modèle gaulliste, avec un président comme le général de Gaulle, qui avait repris l'économie française de 58 à 69 et qui a profondément changé, avec des acquis sur lesquels on vit aujourd'hui, tels que le nucléaire, le TGV, etc. Et aujourd'hui, comme on n'a plus de président et qui change tous les 5 ans, on n'a pas un président qui est incité, en fait, à faire une action à long terme. Pardonnez-moi, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir des présidents qui durent 15 ans. On peut aussi devenir un pays comme tous les autres au monde et pouvoir construire une prison en 3 ans et pas en 10 ans, et pouvoir construire un métro en 3 ans et pas en 10 ans. Le vrai problème, c'est qu'on est encore une fois otage de nos 400 000 normes et 130 000 lois qui nous pourrissent la vie et qui rendent impossibles les vraies décisions. Parce que comme vous l'avez dit, comme on en discutait, ça met tellement de temps que c'est le successeur qui va faire l'inauguration. Donc les politiques décident de rien faire. Florian Silnicki a un dernier mot, peut-être 10 ans pour Emmanuel Macron. En tout cas, c'est sur les tracts qu'il fait distribuer par La République En Marche. Il est écrit 50+. Une petite réaction pour terminer. Le pouvoir d'achat, ce sera évidemment le sujet clé de cette élection présidentielle. C'est le sujet qui tient à cœur à tous les candidats, d'abord pour leur capacité à démontrer qu'ils ont encore la capacité de changer les choses. Mais il y a un gap toujours très grand entre la perception et l'action politique qui est menée, c'est-à-dire que les Français ont le sentiment que rien n'est suffisamment mené. C'est en partie lié à la pédagogie ratée assez systématiquement autour de ces mesures sur le pouvoir d'achat. Puis il y a aussi un certain nombre de réalités sur lesquelles le politique a du mal à agir, ce qui est le cas des prix des autoroutes, etc., qui ne sont pas des mesures publiques, mais qui sont directement ressenties par les Français au quotidien. Merci beaucoup Florian Silnicki. Je vous remercie également William T, président du think tank Le Millénaire, et Marc Varno, chef d'entreprise, président de Platex, d'avoir débattu de ces thèmes d'actualité avec nous. Et puis une image quand même, celle des obsèques qui se tiennent en ce moment, qui viennent de commencer. Les obsèques de Desmond Tutu, cette légende, grande figure sud-africaine. Ça se passe en ce moment à Cape Town. Desmond Tutu, qui on le rappelle, avait obtenu le prix Nobel de la paix, c'était en 1984. Et c'est toute une émotion aujourd'hui pour le peuple sud-africain. On se souvient que c'est lui qui avait lancé cette célèbre formule de la nation arc-en-ciel pour désigner son pays. Ces obsèques se tiennent donc en ce moment à Cape Town. Vous restez avec nous, William Tay. On revient dans un instant pour continuer à débattre.